Notre immersion dans la cuisine mexicaine commence étonnamment en Bourgogne, à Chalon-sur-Saône, où un petit événement culinaire se prépare. Oh là là, regardez qui arrive! On a la mascotte qui est là avec nous. Génial! L'inauguration de ce fast-food à la consonance mexicaine, attendue impatiemment par une centaine d'adolescents. Pour les 50 premiers, le M est offert. Aujourd'hui, exceptionnellement. Vous avez de la chance! On voulait tester l'expérience parce que perso, j'ai jamais goûté au tacos. Et puis, ça fait depuis 8 heures qu'on est là pour manger un tacos gratuit. Mais après, c'est important d'être le premier à manger le tacos. C'est un honneur. Il y a une fierté. Au moins, quand on passera devant, on dira ouais, moi j'ai mangé le premier tacos ici. Allez, laissez-vous guider. On l'attendait! Il est arrivé à Chalon! Bonjour. Haché ou poulet? Allez, tiens, t'es le premier. Poulet ou bien haché? Le tacos, c'est ce sandwich au nom exotique dont vous avez sûrement entendu parler, très en vogue en ce moment chez les jeunes. Une galette de blé, de la sauce fromagère, de la viande et des frites. Incroyable. Ça se trouve bon. Le poulet, j'ai même plus de mots. La sauce, elle se marie bien avec le poulet. Et le poulet, franchement, il est bien. Franchement, moi, monsieur, je vous cache pas, je suis un expert en tacos. Et ça, franchement, ça, c'est de la furie. C'est pas bon pour l'alimentation, mais après on fait du sport, on se dépense après. Donc en gros, après l'effort, le réconfort un peu. Ce sandwich, c'est le phénomène de la restauration rapide. Inventé en France, vendu 5 € environ dans sa version la plus simple. Popularisé par les réseaux sociaux, il a séduit en quelques années les 15-25 ans, détrônant le burger, la pizza, le panini et le kebab. Un succès difficile à avaler pour les Mexicains de France. Ce tacos, pour eux, c'est un blasphème gastronomique. Nous, on ne peut pas les comprendre parce qu'un taco, c'est une tortilla de maïs ou farine de maïs, sinon, ce n'est pas un taco. Le tacos, ou plutôt au singulier, le taco, c'est l'emblème de la cuisine mexicaine. Le porte-drapeau d'une tradition culinaire basée sur le maïs datant de l'ère précolombienne. Le taco, c'est le Mexique. Celui qui ne mange pas de taco n'est pas mexicain. Mais la gastronomie mexicaine, vous allez voir, ne se réduit pas à ce sandwich. La cuisine ici est à milieu de ce que vous imaginez. Raffinée, surprenante, où les sauces, les mollets, sont la colonne vertébrale. Un art culinaire qui a parfois le goût de l'aventure. L'UNESCO l'a classé au patrimoine mondial de l'humanité. Cette cuisine est l'une des plus complexes et des plus variées au monde. Chez nous, elle est quasi inconnue. Pourtant, nous n'avons jamais mangé autant mexicain. Mais en fait, cet engouement relève plus d'un tour de passe-passe marketing. Le chili con carne, ce n'est pas mexicain. C'est plus Amérique du Sud. C'est chilien? Enquête sur cette cuisine mise à toutes les sauces, une cuisine qui ne manque pas de piquant. Très loin de Mexico, au pied des Alpes, voilà où le fameux tacos français a été popularisé. L'adresse au centre de Grenoble est devenue incontournable. Ici, il y a une vingtaine d'années, a été perfectionnée la recette de ce sandwich que l'on trouve partout aujourd'hui dans les fast-foods. Une recette élaborée par 3 frères, les Dardouri. Alors, donc, le tacos, ça démarre toujours par une galette de blé, garnie de sauces, différentes sauces, il y a une vingtaine de sauces à disposition du client. Par la suite, on vient rajouter la viande, filet de poulet, viande hachée, bœuf 100%, lamelles de kebab, cordon bleu,
nuggets, tenders, etc. Après la galette, ça part aux frites, poste de frites. Avec les frites, il y a la sauce fromagère maison. Les frites, c'est le lien, c'est le ciment du tacos. Sans les frites, le tacos, il ne se tient pas. Et ça fait des catastrophes. Des frites, une sauce fromagère, rien de bien mexicain dans tout cela. Alors, pourquoi Salade Dardouri et ses frères ont-ils appelé ce sandwich tacos? On s'est dit, le français lambda, qu'est-ce qu'il va retenir? Donc, après concertation avec mes frères, on s'est dit la connotation la plus fréquentée, c'est tacos. Comme au Mexique, on a décidé de nommer tacos parce que déjà, c'est vendeur, c'est facile à retenir. Et que l'on veuille ou pas, la galette en elle-même, c'est un produit qu'utilisent les Mexicains depuis plusieurs générations. Un sandwich aux combinaisons multiples. Végétarien, chèvre gratinée, saumon fumé. Les tailles, du simple au méga, pesant près d'1 kilo. Ne parlez pas de ces produits à Mercedes Ayumada. Elle pourrait très mal le prendre. Cette chef originaire de l'État de Mexico est installée depuis une dizaine d'années à Paris. C'est l'une des figures de la gastronomie mexicaine. Qu'est-ce que j'en pense de ces tacos à la française? C'est pas des tacos déjà, c'est un sandwich avec une galette de blé, quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc on ne peut pas l'appeler tacos, tout simplement. C'est comme si au Mexique, on produit un vin pétillant et on dit que c'est du champagne. Ça choquerait en français. Donc c'est exactement la même chose. Entre les deux sandwichs, tout diffère. D'abord la galette, la tortilla. Les Mexicains utilisent du maïs et non du blé. Ensuite la préparation, bien loin du fast-food. Je vais vous montrer vraiment comment on fabrique la tortilla mexicaine, comme je l'ai appris de chez mes grands-parents. D'abord, il faut avoir le maïs. On va les tremper dans de l'eau et on va laisser bouillir pendant à peu près 1 heure. Mercedes rajoute de la chaux alimentaire. Et je vais verser dans le maïs. Cette technique, imaginée au Mexique voilà 3500 ans, s'appelle la nixtamalisation. Elle sert notamment à libérer les nutriments emprisonnés dans le grain du maïs. 1 heure plus tard, fin de la cuisson. Le maïs va reposer maintenant plus de 12 heures dans l'eau. Avant d'être broyé et prendre peu à peu cette consistance. Chez les restaurants au Mexique, normalement, il y a une dame qui fait la tortilla à la main, telle que je suis en train de faire. Et donc là, cette petite boule, ça devient la tortilla. Cette galette, beaucoup plus petite que celle utilisée en France, c'est le pain des Mexicains. Les tacos, ce n'est pas seulement un sandwich, c'est une façon de manger. Et cette façon de manger représente notre culture. Et donc, si on a un taco qui n'est pas fait en tortilla de maïs, ça ne nous représente pas. En fait, c'est notre identité. Chacun le garnit à sa façon. Ici, du chorizo fait maison, de l'oignon, du fromage de brebis, de la coriandre fraîche et de la sauce. Croquer dans un taco et c'est le goût du Mexique qui explose en bouche. De quoi en perdre son français. Et pour finir, il suffit d'ajouter quelques gouttes de citron et de le manger comme chez nous, en 3 bouchées seulement. On incline la tête. C'est délicieux. Ça nous emmène très loin.
À 9000 km de Paris, nous voici à Mexico, la capitale du pays. Tourbillon de couleurs, de sons, d'odeurs, de saveurs. Dans les rues du pays, le taco est partout. Il a ses restaurants spécialisés, les taquerias. Ses cuisiniers attitrés, les taqueros. On le déguste bien souvent debout, dans la rue, à n'importe quelle heure. Ce n'est pas un repas à proprement parler, plutôt un antojito, un encas bon marché vendu autour d'1,50 € les 3 portions. Il y en a pour tous les goûts, à l'échine de porc mariné, avec sa petite touche sucrée, aux tripes ou encore aux 3 viandes. À Mexico, Mercedes a ses habitudes à la taqueria Los Cocuyos, célèbre pour son taco de viande mijotée, le suadero. Bonjour, vous avez quoi aujourd'hui? Du suadero? Oui, on en a. De la saucisse aussi? Bien sûr. On a aussi de la tête de bœuf, de la joue, des yeux, du gésier, de la langue, des tripes. Vous pouvez me donner un taco de bœuf et un autre avec de la saucisse, s'il vous plaît. Avec des oignons? Oui, avec tout. Les oignons et la coriandre. Et qu'est-ce que vous avez comme sauce? La première, c'est avec 2 piments. La deuxième, c'est du piment oiseau, c'est la plus relevée. Et dans la troisième, piment et avocat. Merci. Le taco, c'est un plat très simple. Il n'a pas besoin d'être sophistiqué pour être savoureux. Le maïs est présent, les légumes et la viande aussi. C'est plus que suffisant. C'est super bon. Merci. Ici, pas de procédés industriels, d'additifs, de conservateurs. Tout est fait maison. Cette cuisine de Russe n'est pas du fast-food. Au contraire. Vous voyez ce plat? Eh bien, la viande de bœuf a mijoté 24 heures. Le chef a ajouté d'autres viandes qui, elles, ont cuit entre 4 et 5 heures. C'est ce qui donne cette merveille, une viande délicieuse, pleine de jus qui fond dans la bouche. C'est le cœur du Mexique, c'est le Mexique. Mais ce taco, d'où vient-il? Comment est-il devenu si populaire? Le taco est apparu au moment de la révolution industrielle. C'était un sandwich imaginé par la classe populaire. Les femmes préparaient des tacos pour leurs maris qui travaillaient dans les mines, dans les champs ou dans les villes. Ensuite, elles ont eu l'idée d'en faire un commerce dans la rue. Des étals se sont ouverts, puis des petits restaurants que l'on a appelés taqueria. Le tacos n'est plus aujourd'hui le plat des pauvres. Il est mangé par tout le monde. Mercedes revient au pays une fois par an. Et à chaque fois, elle vient rendre visite à Ariana. Cette agricultrice cultive à une 50aine de kilomètres de Mexico des variétés anciennes de maïs, la base de l'alimentation des Mexicains depuis des siècles. Ici, on a semé du maïs rose, rouge et violet.
La chef voudrait mettre ses maïs à l'honneur dans son restaurant à Paris. C'est ça la richesse du Mexique. C'est notre fierté, en fait. Pour nous, c'est vraiment quelque chose mais très émouvant parce que c'est la vie. Pour nous, c'est la vie. Nous sommes les gens du maïs. Et celui-là est magnifique. Le goût est vraiment différent du maïs de chez nous? Oui, le goût est complètement différent. C'est légèrement sucré, celui-là. J'ai envie de le manger comme ça. C'est trop bon. Le maïs pousse ici selon une technique inventée par les Aztèques, la milpa. L'alliance entre la céréale, la courge et le haricot. La milpa, c'est en quelque sorte la version aztèque de la permaculture. Le haricot, par exemple, apporte naturellement de l'azote au maïs. Et en plus, en l'enlaçant, il protège la céréale. Comme ça, l'épi ne peut pas tomber. Tu vois ici, il n'y a aucun plant couché. Là, on arrive dans la parcelle bleue. On va voir la différence. Celui-ci, il va devenir bleu quand il sera mûr. Et celui-là, il est couleur lilas. Mais comme tu le sais, une fois sec, il sera complètement noir. Le maïs mexicain, c'est une palette de couleurs infinies. Une soixantaine d'espèces, des milliers de variétés, une diversité génétique unique au monde et protégée comme un trésor. La culture du maïs OGM est interdite ici. Cette céréale est inséparable des traditions et de l'histoire du pays. Le maïs, dit-on, c'est le sang des Mexicains, la racine qui les unit à la terre. La céréale a même une dimension sacrée. Pour les Mayas, elle formait un lien entre les hommes et les dieux. D'après les Mayas, les dieux ont d'abord cherché à créer l'homme avec de l'argile, puis avec du bois. Mais l'homme n'était pas assez résistant. Alors les dieux ont choisi d'utiliser le maïs. Des épis ont poussé, très vigoureux, et nous sommes devenus le peuple du maïs. C'est le maïs bleu qu'on a vu dans la milpa. C'est maintenant l'heure de déjeuner. La mère d'Ariana a préparé la pâte. Là, tu rajoutes? Là, c'est les haricots, aussi de la milpa. Ça s'appelle tlacoyo. Et le tlacoyo, c'est le premier street food de l'histoire du Mexique. C'est-à-dire que ça se vendait déjà dans les marchés à Mexico. Les Aztèques les vendaient déjà sur le marché. Et c'est la même façon, exactement la même façon, parce que c'est le maïs et les haricots. Il n'y a rien d'autre. Là, on a de haricots, fèves. Le mien est un peu plus petit. Ça s'appelle quevite. Fromage. Bueno. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va. On a des akojo, vous en voulez un? L'épi de maïs, ça ira très bien.
C'est bon. Tu me sers quoi là? Du porquito. Du pulque? Oui. Le pulque, c'est une boisson à base d'agave. Salud. Tu le ramènes d'où? D'Acapulco, à côté. C'est bon. C'est comme ça ici. Quand tu fais quelque chose, tu partages. Nous aussi, on a voulu faire goûter la tortilla de maïs qu'on avait achetée en France. Ça ne gonfle pas. Une galette qui laisse Ariana plutôt dubitative. Tiens, fais-toi un taco. Tu veux que je mange ça? Oui. Ça sent quelque chose de bizarre. On sent pas vraiment le maïs. La pâte est cassante. Elle est dure. La pâte est sucrée, mais on sent que ce n'est pas naturel. Ça n'a pas de goût. Je n'aime vraiment pas. Pourtant, la galette de maïs, si on lit bien, est d'inspiration mexicaine. Elle contient des additifs et du blé. Il y a aussi du maïs, mais il n'a pas été nixtamalisé. Drôle de tortilla, avec 34% de blé et seulement 24% de maïs, à laquelle on a rajouté une dizaine d'additifs. Tu pollues ton corps avec autant de produits chimiques chaque jour. Alors qu'avec la nixtamalisation, on a juste besoin d'eau, de maïs et de chaux pour faire la pâte. Tout ça, ça me rend triste. Bon, je vais pas me fâcher, mais les gens n'ont aucune idée de ce que peut être notre cuisine. Mon travail est précisément de faire connaître ma culture aux gens, pour qu'ils puissent découvrir les saveurs de notre terre et qu'ils apprécient ma culture. Je voudrais enseigner aux gens l'importance du maïs, afin qu'ils puissent dire « Non, je ne veux pas de ça ». La tortilla goûtée par Ariana a été fabriquée dans cette usine en Belgique. C'est l'un des plus gros sites européens de produits à consonance mexicaine. 16 chaînes, fonctionnant 24 heures sur 24, entièrement automatisées. L'un des rares gestes manuels, c'est l'ajout des additifs chimiques, destinés notamment à la conservation de cette tortilla ultra transformée. Ce qu'il y a, c'est que le but n'est pas de faire un copy-paste de ce que le Mexicain veut manger. Donc il faut que ça soit vendu en Europe. Donc c'est clair que le produit est plutôt tailor-made aux besoins du consommateur en Europe. Ce sont des influences mexicaines. Il y a un concept derrière. Les gens ont envie de retrouver un peu d'exotisme sur leur table de tous les jours. Et je dirais que ça permet effectivement de mettre en avant certains types de produits et de créer une sensation au niveau des saveurs, une expérience, voilà, disons-le comme ça. Et les consommateurs suivent. Chaque année, des dizaines de millions de galettes, de nachos, de chips sortent de cette usine pour être vendues dans une vingtaine de pays européens. En France, le marché des produits à la consonance mexicaine ne s'est jamais aussi bien porté. Plus de 20% de hausse en 2021. Près d'un Français sur deux a déjà goûté un plat d'inspiration mexicaine. Le leader incontesté, c'est Tolda El Paso, avec près de 65% du marché. Le Mexique fait vendre, à tel point que les grandes enseignes ont maintenant leur marque distributeur. Toutes jouent la carte de l'évasion en surfant sur les clichés. Mariachi, fête des morts,
ou cactus, comme sur le sachet de tortilla au maïs goûté par Ariana. On a tendance à caricaturer la représentation d'un pays. Et lorsque sur un packaging, on doit, rapidement permettre aux consommateurs d'identifier l'origine, eh bien, on va retomber sur des archétypes. Et la France, avec sa baguette et son béret et sa 2 chevaux, c'est la même chose que le Mexique avec son sombrero et son cactus. Et puis, il y a également les codes du marché. Aujourd'hui, El Paso s'appelle El Paso. Donc, il évoque tout de suite, je dirais, une origine au moins hispanique. Et on est obligé de respecter les codes du marché. Et si on veut vendre des produits mexicains, si on met, je sais pas, un esquimau avec un igloo, ça marchera beaucoup moins bien. La cible des marques, ce sont les consommateurs de moins de 35 ans, à l'image de Mathilde et de ses copines bordelaises. Coucou! Ça va? Oui. Ce soir, elles organisent un dîner mexicain chez Laure. On a pris plein de trucs. Trop cool! Alors, on a pris ça, une petite farita, encore des faritas, des tortillas. Après, on a pris des petits chili con carne. Très très bien. Puis on a plein de trucs, guacamole, des sauces. On s'est lâché sur la sauce salsa, honnêtement, ça fait toujours plaisir. Et un peu de tabasco. Bah trop cool. Alors les faritas, c'est des galettes de blé. Et puis bah voilà, on met ça dans une assiette au centre de la table et puis bah tout le monde met ce qu'il veut dedans. Ça fait ça. Et là, on a l'impression d'être au Mexique? Ouais, carrément. Il manque peut-être juste une petite musique derrière, mais on y est, on y est. Ça fait voyager un peu, quoi. C'est parti. Oui, j'aime trop les poivrons. La clé du succès de cette cuisine, c'est la possibilité de créer soi-même sa recette, que l'on soit végétarien ou carnivore. J'avoue que ça chauffe pas. Beaucoup d'oignons, de la sauce, des piments, et le tour est joué. Alors déjà, ce qui est cool, c'est que c'est très rapide à faire. On a mis la petite viande à chauffer, on a le petit poulet et le bœuf, et on a mis du coup des mélanges d'épices. Donc voilà, on passe au supermarché, on achète nos petits mélanges et on met directement en pleine cuisson comme ça, et voilà. C'est vrai que ça change quoi, et puis c'est ce que j'aime bien, c'est que pour moi c'est associé, voilà, où on se retrouve tous, on mélange tout, on fait des grands tablés. C'est ça aussi qui est cool, c'est que chacun peut faire sa petite popote quoi. Allez, c'est parti. Ah. Bah, je commençais à avoir faim. Bah ouais. Faut pas être trop ambitieux avec la place, hein. Ah oui, faut pas trop en mettre. Ouais. Faut être stratégique. Je vais me tenter le poulet. Ah bah c'est super ça. Et le meilleur pour la fin, bah, le guacamole. Voilà, on met tout ça tu peux me passer dans la galette. Et je crois que j'ai été un petit peu ambitieuse, effectivement. Mais moi aussi, hein. Un peu. C'est presque comme sur la photo quand même. Hein. C'est presque hein comme sur la photo. C'est super bon. Très bon. Ah ouais. Il y a le mélange des épices, tout ça, c'est super sympa. Puis moi, j'ai une petite préférence pour le bœuf quand même, donc voilà, j'adore. Alors moi, du coup, j'ai fait poulet, concombre et avocat guacamole. Et en fait, il y a plein de textures. C'est très réconfortant. Je peux vous dévoiler un truc. En fait, vous êtes en train de manger une nourriture qui est absolument pas mexicaine. Ah ouais? Ah ben voilà, ça m'étonne pas. Ouais, Non. Les faritas, c'est absolument pas mexicain. Et c'est quoi alors? Le chili con carne, ce n'est pas mexicain. C'est plus Amérique du Sud. Bah c'est chilien? Non, toujours pas. C'est de la nourriture Tex-Mex, la nourriture qui vient du Texas. Ah oui. Texas. Et sur la table, il n'y a qu'une seule chose de mexicain. Ah, on doit deviner ce que c'est. Guacamole. Non, alors, je suis pas sûre. Les concombres? Non. Attends. Oh, purée. Ouais, je crois que c'est le... Oui. Le guacamole. Gagné. Le guacamole. Les faritas, les nachos, le tabasco,
Le chili con carne, tous ces produits sont inconnus au Mexique. Ils proviennent du sud des États-Unis. C'est de la nourriture Tex-Mex. Alors, d'où vient cette confusion? Cette cuisine Tex-Mex, elle vient d'un métissage culinaire. Le Texas, qui appartient, on va dire, aux États-Unis depuis le milieu du 19e siècle, est une zone frontière. Il y a toujours eu, il y a encore une grande population d'origine mexicaine au Texas. Donc évidemment, ils sont venus avec leurs produits, leurs usages, leur cuisine, qui se sont adaptés aux goûts locaux et ont émergé un certain nombre de recettes avec quelques plats emblématiques, et notamment le chili con carne. Ça, c'est la première étape. Ensuite, elle se diffuse aux États-Unis via l'industrie qui commercialise un certain nombre de produits. Et c'est des États-Unis que va ensuite s'exporter cette cuisine. Donc, ce n'est pas le Mexique. Le Mexique n'a jamais, d'une certaine façon, à large échelle, exporté sa cuisine. Ce sont les États-Unis, toujours en jouant sur l'ambiguïté Mexique, Tex-Mex. C'est-à-dire que... Et ce flou a perduré jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi donc continuer à vendre comme mexicains ces produits américains? Tex-Mex, c'est sans doute pollué par l'image d'une cuisine américaine. Or, on a l'idée qu'il n'y a pas de cuisine américaine. Donc je pense que le Mexique est plus exotique. Le Mexique fait davantage rêver. Et la cuisine mexicaine dans tout ça? Doit-on la réduire aux tacos vendus dans la rue à Mexico? Ce serait une erreur. Savoureuse, variée, créative, cette cuisine est d'une richesse inouïe. À tel point qu'elle est entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010, la même année que la gastronomie française. Ça, c'est le piment chocolat. Ça sent bon. Ce piment est traditionnel de la région du Michoacán. Il s'appelle habanero chocolate. Il a des notes de chocolat. Il a une saveur un peu grillée, comme le cacao. C'est très particulier, c'est super bon. Fernando Martinez Zavala est l'un des chefs les plus réputés de Mexico. Son inspiration, il la puise notamment ici, au marché San Juan, un Mexique en miniature, où l'on trouve tous les produits du pays. Comme ces haricots multicolores, ou ces piments de toutes les formes. Il en existe 150 variétés. Doux, fruité, fumé, terreux ou piquant. C'est une des bases de la cuisine. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Ça, on ne le voit pas sur tous les marchés. Cette fleur, elle a une odeur d'huître. Cette tradition de manger des fleurs existe depuis l'époque préhispanique. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus de variétés de fleurs. Cela permet d'enrichir notre cuisine. Je vais prendre ces fleurs et les piments au chocolat. On ne peut pas comprendre la cuisine mexicaine si on ne prend pas en compte la géographie du pays. Nous avons une quinzaine de climats différents, ce qui permet de faire pousser des produits très variés. Mais il y a aussi le métissage culturel entre les Indiens, les Espagnols et tous ceux qui sont arrivés depuis. Voilà pourquoi cette cuisine est la plus complexe au monde.
Nos vamos con los segundos de la 22, Pato y Pescado Irene. Estás mandando un campachi solo, ¿eh? Un campachi solo. ¿Ya lo llamo? La cuisine de Fernando, un festival de couleurs, de saveurs, des plats modernes, d'une grande richesse aromatique dans l'élaboration. Ok, cuando tengas ese campachi, la 21 ya era. Ah, es el asado, ¿va? Prenez cette sauce, ce mollet, comme disent les Mexicains. Elle est composée de 25 ingrédients. Sa préparation a demandé 2 jours. Ce mollet est composé d'un mélange de piment fumé et surtout de cacao. Le chocolat est largement utilisé dans les mollets. Il apporte une touche de douceur. Cela donne aussi à la sauce une saveur beaucoup plus intéressante, qui tire vers le grillé. Le mollet, c'est le cœur de l'identité culinaire mexicaine. Né de la fusion entre la cuisine des Indiens et celle des Espagnols. Des sauces à la saveur sucrée et épicée, contenant jusqu'à 40 éléments. Ici, la viande ou le poisson joue un rôle secondaire. C'est le mollet qui donne ses lettres de noblesse au plat. Beaucoup plus simple à réaliser, le fameux guacamole. Voilà un autre emblème de la cuisine mexicaine. J'ai appris à le faire avec ma mère. La recette est facile. On le sert généralement avec de la viande rôtie ou avec des tacos. Beaucoup d'avocats, d'oignons, de tomates, de coriandre, de piment. Je commence par écraser. Un peu de citron. Ma mère rajoute toujours à la fin un filet d'huile d'olive. Moi, je termine avec un peu de sel. Un guacamole prêt en 3 minutes à déguster sans tarder. L'avocat est un produit éphémère. Sa qualité commence à se dégrader dès que tu le coupes. La sauce, elle aussi, se détériore très vite. Il faut la manger rapidement. Alors, par quel miracle un guacamole vendu en supermarché peut-il se conserver 6 mois, comme celui de la marque leader en France? Pour le comprendre, nous sommes allés chez Agrotech, un laboratoire spécialisé dans l'agroalimentaire. Et là, Silène Brianceau s'est proposé de reproduire pour nous le guacamole de la célèbre enseigne. 54 g de farine de blé, 18 g de fécule de pommes de terre. Donc je rajoute 18 g d'amidon de maïs. Vous allez voir, la recette est bien différente. Donc 27 g de lait et 325 g d'eau. Attention, ça risque de déborder un peu. Alors là, je prépare un gel en fait qui va texturer notre guacamole. Ce gel, proche d'une béchamel, représente la moitié de la recette. Ensuite, Silène ajoute de la tomate, de l'oignon et de la spécialité fromagère. Cette spécialité fromagère, elle est là à la fois pour le goût et à la fois pour l'onctuosité. Puis du citron vert, de l'huile de colza et du sucre. Je termine par 40 g d'avocat. Donc ça représente à peu près 2 tiers d'un demi-avocat. C'est surprenant parce que c'est peu, le consommateur pourrait s'attendre à ce qu'il y en ait plus. Néanmoins, c'est clairement spécifié sur l'étiquette des ingrédients qu'il n'y a que 14% d'avocat. Reste à incorporer les épices, les herbes aromatiques et les arômes pour donner du goût. Un coup de fouet pour lier le tout, et là, surprise. Mais là, le guacamole, il est absolument pas vert. Alors là, le guacamole, il n'est pas vert, non. Il n'est pas vert parce qu'il n'y a pas suffisamment d'avocat pour qu'il soit vert. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter des colorants pour lui donner la couleur, une couleur proche du guacamole qu'on va trouver dans les rayons de supermarché. Ben moi, je trouve que c'est pas mal. C'est ressemblant.
Attends, il faut le goûter. Allons-y alors. Oui, ça y ressemble. Hein. Alors je pense que le nôtre, on peut encore le charger un petit peu en épices. Il est un peu moins fort. Je pense qu'on peut l'améliorer un petit peu. Mais globalement, en termes de match produit, c'est plutôt pas mal. Un guacamole composé de 30 additifs ultra transformés et pasteurisés pour pouvoir se conserver 6 mois. Pour ce nutritionniste, on est très loin des vertus du fruit originel. L'avocat, c'est plutôt des acides gras monoinsaturés, c'est un peu les mêmes que l'huile d'olive, qui sont plutôt cardioprotecteurs, si on en consomme sur le long terme. Là, 13% d'avocat, alors qu'il devrait y en avoir au moins 90-95%. C'est un produit qui est peu intéressant pour la santé. Y a-t-il pour autant un risque en le mangeant? C'est ni bon ni mauvais, ça dépend dans quelle quantité vous en consommez, dans quelle fréquence vous en consommez. À court terme, consommer ce genre de produit, c'est le risque de perturber l'équilibre de la flore intestinale, hein, donc c'est le microbiote, vu tous les additifs et les édulcorants qu'il y a dedans. À long terme, c'est un risque cardiovasculaire plus élevé. Après, voilà, consommer de temps en temps à l'apéro parce que c'est pas cher et que c'est pratique et que ça se conserve bien, pourquoi pas, c'est juste un petit peu dommage. Si vous voulez manger un guacamole industriel qui se rapproche plus de la recette initiale, optez plutôt pour un produit conditionné sous atmosphère protectrice. C'est mieux déjà. Avec 90% d'avocat et seulement 4 additifs. Pour le bio, même teneur en avocat à 1 gramme près et là aussi 4 additifs. En revanche, bio ou pas, il faut le manger dans les 15 jours. À ce stade de notre immersion culinaire, vous avez compris ce qui relève ou pas de la gastronomie mexicaine. Il est temps maintenant de vous faire vivre le grand frisson. Et cela commence dans cette plantation d'agave, la plante avec laquelle on fait le mezcal et la tequila. Tiens, voilà un verre. Le gusano, le ver d'agave, l'un des trésors de la cuisine mexicaine. On le trouve notamment au sud-ouest du pays, dans la région de Oaxaca, renommée pour sa cuisine à base d'insectes, comme ses fourmis volantes à la saveur fumée, ou ses sauterelles grillées. Ici, il faut laisser vos papilles gustatives danser au rythme de la musique. Oaxaca offre à ses convives une explosion de saveurs, les plus profondes du Mexique, dit-on. Dans cette ville coloniale, le métissage des cultures, allié à la richesse de la terre et l'abondance des produits, ont favorisé l'émergence d'une cuisine spectaculaire. Tiens, là-bas, il y a les grandes sauterelles. Celles-ci, elles sont au piment. Je peux en goûter une, s'il vous plaît? Ça, c'est la cacahuète de Oaxaca. On la mange à l'apéro. C'est délicieux. Ça croustille, ça a un goût d'herbe. C'est ce que mange la sauterelle. Ça a vraiment le goût de la campagne. La saveur est acidulée. Mercedes, notre chef mexicaine, est ici pour puiser des idées afin d'élaborer la nouvelle carte de son restaurant à Paris. Et pour cela, elle compte beaucoup sur Raquel. Bonjour. Combien vous vendez la douzaine de verres? 35 pesos. Je peux voir?
Le goût d'un plat change complètement quand on ajoute des insectes. C'est ça la petite touche en plus, la spécialité de Oaxaca. Ici, on trouve des mole réalisés avec des fourmis ou avec ce verre. À chaque insecte, son plat. Ces vers sont considérés comme le caviar de Oaxaca. Ils font vivre Raquel et son collectif de femmes, toutes mères célibataires. Elles ont l'œil pour sélectionner les plus beaux insectes qui seront vendus aux meilleurs restaurants du pays. Et peut-être bientôt à Paris, chez Mercedes. Bueno, por lo general en Oaxaca la mayoría habla zapoteco. En los demás pueblos Ce verre a le goût de l'agave. Il développe une fraîcheur et en même temps une saveur terreuse. Mais on sent aussi une petite note d'agrumes, une légère acidité. C'est très subtil. Cette tartelette aux champignons quelque peu revisitée, c'est l'œuvre d'Israël Loyola, l'un des chefs en vogue à Oaxaca. Avec lui, l'aventure est dans l'assiette. Les insectes, ça a toujours été un aliment de base à Oaxaca. À la fin de la journée, les paysans qui n'avaient pas trouvé de viande mangeaient des insectes. C'est plein de protéines. C'est notre terre qui nous donne cette richesse. Les insectes, c'est notre or. Les fourmis noires, c'est la base de ce mollet préparé maintenant par Israël. Il va le servir sur une tlayuda, une grande tortilla de maïs grillé. Le maïs vient d'ici? Oui. Donc tout vient de la région? C'est ça, oui. Les fourmis volantes ont un goût fumé, mais elles ont aussi une saveur proche de la terre, une saveur humide, une saveur qui ressemble à l'odeur de la terre après que la pluie est tombée. C'est vraiment ce qui te donne envie de les manger. Merci. C'est succulent. Ça paraît si simple et c'est super bon. J'aimerais vraiment proposer ce type de plat à Paris. Je suis sûre que les Français sont prêts à manger des fourmis ou des vers. Mais vous comptez les incorporer à la sauce ou les montrer carrément dans le plat? Bien sûr, je ne vais pas les cacher. Il faut voir les insectes. Vous mangez bien du fromage avec des moisissures. Pourquoi pas des vers? Une fois que vous aurez goûté à ça, vous ne pourrez plus vous en passer. À Paris, bientôt, vous pourrez peut-être déguster cet autre mollet de fourmis volantes. Ou ces fromages accompagnés de sauterelles. Ces piments de Oaxaca. Ou encore cette salade folle aux insectes et fruits secs. Ou ce taco revisité au verre d'agave. Dans quelques jours, Mercedes repartira à Paris les valises chargées de produits mexicains. Mais avant, elle nous a conviés dans sa région natale, au nord-ouest de Mexico, à participer à une petite fête familiale organisée en son honneur. Au menu, un plat typique de la région. Un mouton enveloppé de feuilles d'agave, qui a cuit 12 heures dans ce four traditionnel. La viande est prête. La viande est prête. Salud.
Nous sommes très fiers de Mercedes. Elle fait briller notre famille là-bas en France. C'est une ambassadrice du Mexique. Elle porte dans son cœur l'arôme, les saveurs de notre gastronomie, de nos traditions, de nos coutumes mexicaines. Ne pleure pas. Si tu pleures, je vais m'y mettre aussi. Ya, pues. ¿De aquí ven la cazuelita? Nosotros te ayudamos a voltearle. Valeria, agarra y Un mouton entier, c'est vraiment un plat de fête. C'est l'idéal pour la famille. On mange ça en taco pendant des heures. Apprendre à cuisiner est pour nous une tradition, un art. C'est très important car c'est notre identité. Notre gastronomie doit enfin être reconnue comme telle à l'étranger. Mercedes s'est promis dès son retour en France de continuer à défendre bec et ongles la cuisine mexicaine et son emblème, le taco. Vous l'aurez compris, pour elle, c'est une question d'honneur.